Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Dimension métaphysique et spirituelle. Je reviens vers vous aujourd'hui car je vais commencer la lecture de 2 livres. Donc le premier que je vais commencer aujourd'hui, qui se fera en 4 parties, 4 fois 50 pages. C'est un livre de 200 pages. Et puis quand nous aurons terminé la lecture, bien, je passerai au deuxième livre, qui sont des livres vraiment super que j'ai besoin de partager avec vous. Donc ce livre a été écrit par Jean d'Argoun aux éditions Très Daniel. Le titre, Issaha, la lumière qui vient. Avertissement. Le récit qui va suivre est un ensemble de faits réels et authentiques, voisinant avec des aspects symboliques et allégoriques, puisés dans les traditions occultes d'Orient et d'Occident. Les idées développées dans ce récit ne sauraient être confondues avec les thèses propagées par certains groupements à caractère sectaire. Ce livre est dédié au sage Rudolf Steiner qui a le premier en Occident soulevé un coin du voile sur le secret des multiples hiérarchies spirituelles et célestes, ainsi qu'à Jacques Bergier, pionnier du paranormal, pour avoir eu l'intuition que le mystère des civilisations disparues se confond avec celui de l'avenir de notre monde. L'ensemble de ces messages est dédié également aux nombreux chercheurs parallèles, voyants, médiums, parapsychologues et ufologues qui œuvrent depuis longtemps pour que les vérités du nouvel âge se fassent jour. Préface. Cette nouvelle édition totalement remaniée est complétée d'un livre ami qui nous passionna tant à sa sortie, n'en constitue point du tout une sorte de remake. Une lecture très attentive s'impose, car l'auteur y apporte d'étonnantes révélations nouvelles qui complètent d'une manière incroyable, et pourtant vécue, les messages étonnants qu'il avait reçus. Elle nous apporte des précisions fantastiques relatives à sa mission. Je cite ces termes de pionnier et précurseur du nouvel âge. Les êtres extraterrestres, ceux du côté de la lumière, car les forces adverses ne restent pas non plus inactives, hélas. Aurait-il déclenché la grande mutation bénéfique tant attendue par notre humanité? Jean d'Argoun serait-il parmi leur tout premier et décisif missionnaire privilégié? Seule une lecture très attentive de l'ouvrage pourrait permettre de tenter de répondre à ces 2 questions. Voici un livre passionnant qui nous tiendra en haleine comme le plus captivant des romans de science-fiction et qui, pourtant, ne fait qu'apporter le témoignage émerveillé d'un homme de bonne foi. Après une première lecture qui se fera d'un seul coup, il l'emportera donc de le recommencer, avec lenteur et méthode, afin de bien assimiler les hauts messages convoyés par l'auteur. Quel serait donc le secret ultime mis en cause? Cédons maintenant la parole à l'auteur. La planète des humains doit s'harmoniser sur la grande pulsation originelle et cosmique d'Issaha. L'année 1999 doit se montrer très décisive, car elle sera marquée par 2 prodigieux sacrés successifs, opérés par des entités extraterrestres, mais se réalisant en un lieu terrestre séculairement prédestiné, le mont Bugarash.
littéralement associé au Borep, qui lui est le surnom péjoratif désignant les cathares. Il est des lieux mystiques où souffle l'esprit. Et le Bugarache, qui se situe dans les secteurs consacrés géographiquement voisins de Rennes-le-Château et de Montségur, n'est-il pas sûrement par l'effet d'une pure coïncidence crédule l'un des sites traditionnels par où, dans une grotte terrestre, serait dissimulé le Saint Graal? À titre pittoresque, signalons qu'il existe dans la région une croyance populaire bien curieuse. 2 accès qui mèneraient à cette caverne secrète qui abrite le Saint Graal. L'un à partir d'un emplacement assez proche du Bugarache et l'autre débouchant au contraire fort loin, à Tournebelle, près de l'étang de Guisson. Cette seconde issue semblerait quant à nous bien problématique, puisque le dit si long cheminement souterrain devrait courir sur toute la profondeur d'un vaste étang. Dans le sens de ceux qui existent dans l'Aude et dans les Pyrénées orientales, véritable lac maritime étendu en communication avec la Méditerranée. Dans cette mystérieuse mission, échue à Jean d'Argoun, des sites de la Haute-Provence qui ne seraient pas sans jouer eux aussi quelques jours leur rôle. Celui de Gano-Gobi, par exemple. Voici un livre qui, dans sa seconde édition, si remanié, encore plus peut-être que sa première, mérite lecture attentive. À tous les lecteurs, celle-ci sera très profitable. Aux êtres pleinement respectifs, aux merveilleux, elle apportera son immense moisson. Et même chez le sceptique endurci, elle fera, qui sait, germer des graines et alimentera réflexion et méditation, pouvant se révéler très profitables. Même à celui qui n'y verrait aucune sorte de divertissement, un conte de fées. Ce livre apporterait quelque chose. Mais n'est-ce pas au sein des contes de fées, soi-disant pour les enfants, que l'on peut s'enclore de la suprême sagesse? Serge Hutin. Introduction. Depuis toujours, les sceptiques et les rationalistes ont affirmé que la manifestation ovni était un mythe. La caractéristique essentielle d'un mythe, c'est précisément qu'il est issu de notre passé et qu'il se dégrade en fonction de notre propre évolution individuelle et collective, de nos expériences et connaissances acquises. Il arrive très rarement, au cours de l'histoire humaine, qu'un mythe arrive du futur. Et généralement, cet événement signifie que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Nombreux sont ceux qui commettent l'erreur de croire qu'un mythe n'est qu'une simple croyance. Il est en fait toujours porteur d'un puissant égrégore et devient inéluctablement, un jour ou l'autre, plus fort et plus vrai que la vérité. Au cours de l'histoire, les civilisations qui ont été soumises à un mythe venu du futur furent tôt ou tard confrontées à ce qu'un prophète leur prédisait. Car la fonction d'un prophète n'est pas uniquement de se projeter dans l'avenir, mais aussi et surtout d'en véhiculer le message. Il devient alors l'incarnation du mythe. Aujourd'hui, au seuil de l'an 2000, dans l'explosion générale de la science-fiction, de la futurologie et du nouvel âge, la dimension ovni réactualise sous une forme moderne le grand mystère
de nos origines. Il existe caché dans les profondeurs de la terre un objet sacré, héritage des sages de Mu et d'Atlantis, plus âgé que le plus âgé des objets, plus précieux que le plus précieux des trésors. Certains le nomment le Graal, d'autres l'Arche d'Alliance. Mais son nom est bien au-delà de tous les noms. Son sanctuaire est le royaume de France, la terre bénie du Messie qui viendra. Ça me fait penser, je fais un petit bémol, ça me fait penser quand je me suis retrouvé au centre de la terre. Il sera alors retrouvé à la fin des temps, quand le Sphinx se mettra à parler et que les hommes seront inquiets. Verront alors dans le ciel d'étranges lumières et d'étranges machines volantes habitées par leur créateur. Nés sous les rayons des autres soleils, là-bas très loin au cœur du gouffre inconnu des étoiles. Ces choses doivent s'accomplir en l'an de grâce, selon le calendrier de notre Seigneur Jésus-Christ, quand prendra fin le mystère des âges, et quand surgira une ère nouvelle appelée Asayana. Alors, les hommes sauront que cet objet sacré est l'émeraude sublime de l'alliance céleste déposée jadis sur terre par le peuple des Néphilim venus d'un au-delà du firmament. Le prophète Nara Halim. Nous ne sommes pas seuls. La plage est déserte. Nous sommes en juillet 1986. La nuit vient de tomber. Il fait doux et le ciel bleu sombre scintille de myriades d'étoiles. Je me trouve là, comme sur un appel. Mes yeux cherchent quelque chose de bien précis au sein de ce fourmillement lumineux. Soudain, une lueur orangée grossit parmi les étoiles. Elle devient un cercle de lumière qui descend maintenant vers la plage. Puis, subitement, à l'issue d'une sorte de flash éblouissant, je contemple fasciné un spectacle indescriptible. La grande lumière a fait place à une énorme masse de métal, ou, je dirais mieux, de cristal, qui s'approche en une infinie lenteur. Le silence est alors absolu, et je suis comme une statue pétrifiée. L'immense astronef se stabilise alors juste au-dessus de moi, et un triangle doré se met à pulser à sa base. C'est alors qu'une voix résonne en mon être. N'aie aucune crainte. Nous te protégeons. Nous venons des profondeurs de l'espace et du temps. Nous observons ce monde depuis la nuit des temps. Jadis, nous avons provoqué par mutation artificielle le passage de l'homénéidé à l'homme. Dans un passé très reculé, un peuple de la Terre s'est déjà autodétruit par une guerre atomique. C'est pour ça qu'on retrouve à Mohenjo-Daro tout vitrifié. Depuis ce temps, nous avons laissé sur cette planète un objet sacré appelé la clé des Néphilim. Notre race cosmique a bien sûr transcendé la matière. Nous sommes une réalité méta-terrestre, un système de contrôle qui guide depuis toujours l'évolution des créatures pensantes de l'univers. Nous t'avons choisi. Plus tard, tu auras connaissance de certains lieux clés pour l'avenir de cette planète. Votre monde est sur le point de changer de cycle et ainsi accéder à un nouveau stade d'évolution. Des messages et des contacts successifs te révéleront le sens et la nature de ta mission.
Les visions que nous t'enverrons seront alors des images virtuelles ainsi que des projections holographiques. Ça me rappelle d'énormes souvenirs tout ça, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de partager ce livre avec vous. Tu devras alors rassembler 77 humains autour de toi, 70 initiés et 7 connaissants, qui chacun représente les éléments isolés d'un vaste puzzle devant assembler une structure vers l'an 2000. De grandes découvertes vont bouleverser ta civilisation ainsi que celle des hommes. Tu devras écrire un livre et annoncer l'essentiel de ces mutations qui approchent. Je ne saurai peut-être jamais qui est vraiment Arca, mais je n'oublierai pas la nuit incroyable, hallucinante, au cours de laquelle je fis sa rencontre, quelque part dans un village déserté de l'Auvergne. En cet instant où je ferme les yeux pour me remémorer cet étrange contact avec l'inconnu, le présent s'estompe pour faire ressurgir ce passé présent. Je revois le village perdu, la lande désolée et l'immense dolmen qui semble défier le ciel qui gronde. Car cette nuit, une pluie torrentielle diluvienne s'abat sur toute la région en crépitant furieusement sur les toits vétustes des maisons abandonnées. Je suis en train de vous lire le livre, il pleut. En esprit, je suis à nouveau au sein de ce paysage accidenté et chaotique. Je suis la proie d'une force mystérieuse, d'une puissance inconnue qui m'attire irrésistiblement vers ce lieu. Un éclair orangé zèbre subitement le ciel noir pour aussitôt devenir une boule de feu étincelante qui chute sur l'horizon. Quelques minutes plus tard, sous la pluie battante, une silhouette se détache et vient à ma rencontre. L'étrange personnage est vêtu d'une sorte de combinaison métallisée, faite d'une seule pièce. Je distingue alors ses traits, l'ovale de son visage, ainsi que ses yeux. Un étrange regard qui croise le mien. Alors, quelque chose se passe. L'environnement semble disparaître et se diluer dans un vide bienfaisant. L'univers tout entier est contenu dans son regard. C'est alors qu'une voix s'élève au cœur de mon être. N'aie aucune crainte. Mon nom est Arca, et je viens d'un monde de la paix et de l'harmonie. Votre planète est une île perdue au sein d'un immense océan que vous appelez le cosmos. Et vous savez à présent qu'il contient une infinité d'autres îles. Des milliards d'îles, dont certaines abritent des civilisations à divers stades de leur évolution. Sacrée synchronicité avec cet océan-là. Vos anciens contes de fées ne sont pas le bruit de l'imagination. Ils sont le reflet d'un savoir caché, d'une antique science ésotérique, aujourd'hui oubliée. Jadis, ils furent le meilleur moyen de transmettre et de véhiculer de profondes connaissances sous forme plaisante et allégorique afin de défier le temps et les générations. Ces contes de fées rappellent d'une manière déguisée que des êtres à forme humaine doués de pouvoirs bien supérieurs aux nôtres visitent la Terre depuis toujours. Les humains les ont baptisés les fées, les magiciens, les lutins, les farfadets, les dieux et les déesses. Jadis, ils parlaient également de chars de feu, de vimana, de roues lumineuses, ainsi que de tapis volants. Dans votre antiquité, certains de ces dieux et déesses ont même préféré demeurer sur la terre pour vivre et partager le destin de l'homme et de la femme qu'ils aimaient par-dessus tout. Car sache que l'amour est la plus
universelle, la plus puissante et la plus mystérieuse des forces cosmiques. En ce monde, lorsque toutes les forces et toutes les intelligences ne seront plus au service de la haine et de la violence, l'homme verra alors s'ouvrir de nouveaux horizons et la vie prendra alors tout son sens. La voix s'interrompit. Je revins lentement, graduellement, à la réalité, seul sous la pluie torrentielle, car l'être étrange avait disparu. Quelques minutes plus tard, je vis s'élever dans le ciel déchiré une grande sphère orangée, un disque luminescent, ceinturé de hublots dorés, alors que dans mon esprit se déversait un flot de connaissances spirituelles. Le nouvel âge est proche, mutation planétaire, le Graal va enfin surgir. Issaa est déjà là parmi nous, mais encore inconnu. Il spiritualise la Terre et l'humanité, mais elle ne le sait pas encore. L'étrange engin se perdit alors dans le ciel noir. À la suite d'une nouvelle prémonition, je me rends dans la grande forêt du Dôme, près de Hyères, dans le Var. C'est à côté de Toulon, hein, voilà. La nuit est douce et paisible, et au-dessus de moi, à travers les hautes frondaisons, j'aperçois le scintillement de la voûte céleste, constellée d'étoiles. Dans le silence, ma lente progression sur les branches mortes et les brindilles prend des allures inquiétantes. Je marche ainsi déjà depuis 1 heure et atteins le cœur de la forêt endormie. À présent, au milieu des feuillages, danse une curieuse lueur mauve, toute proche. Au fur et à mesure de mon approche, cette lueur insolite devient une forte luminosité, puis un flash éblouissant. Et tout à coup, dans un espace dégagé, une sphère violette apparaît. Un engin inconnu, d'environ 20 mètres de diamètre, baignant dans un grand halo verdâtre, vif et intense. Il est immobile, stabilisé au-dessus des buissons, émettant une luminescence dorée qui illumine la végétation environnante. Une lumière irréelle, fantastique, subitement jaillit un cône opalescent qui m'enveloppe totalement et m'absorbe jusqu'à l'intérieur de la mystérieuse sphère. Je me trouve à présent dans une pièce circulaire éclairée par une douce lumière sourdant de ses parois. C'est alors qu'une voix s'élève dans ma tête. Il y a dans l'univers des milliards de planètes habitées, des milliards de civilisations cosmiques, ainsi qu'une multitude d'autres univers parallèles au vôtre. Tu es dans un Vimana qui, par une manipulation de la réalité espace-temps, induit des phénomènes de matérialisation ainsi que de téléportation. Souviens-toi, lorsque tu avais 15 ans, en cette même forêt, au cours d'une longue promenade solitaire, tu fus pris d'un malaise inexplicable, un vertige subit, suivi d'une perte de connaissance. Lors de ton réveil, tu as alors ressenti une légère amnésie, comme un trou, un vide de quelques heures dans ta mémoire. Ces 3 heures se sont passées à bord d'un vaisseau de ce type, au cours desquelles nous avons, par manipulation génétique, prélevé et rendu compatibles tes gènes avec ceux d'une créature de notre race. Un silence succède à cette étrange révélation. Puis, une ouverture se découpe dans la paroi et un être étrange fait son entrée. Il est d'apparence humaine, de petite taille, son corps est frêle, gracile et dépourvu de pilosité.
Le petit personnage est vêtu d'une combinaison argentée. Ses traits sont ceux des humains, avec des yeux étirés vers les tempes. Un beau regard vert pâle, dans lequel je lis un mélange de curiosité, de crainte et de respect. Une idée saisissante, hallucinante, traverse alors mon esprit, et comme pour y donner confirmation, la voix ajoute « Voici ton fils ». Ému et impressionné, je le regarde dans les yeux un long moment, puis m'approche de l'étrange enfant et le prends par les épaules en pensant malgré ta différence que tu es mon fils. Comme s'il comprenait, il amorce un étrange sourire. Ce petit être est-il doté de facultés psy? Est-il télépathe? Je sens qu'il cherche à me transmettre quelque chose. Un flot de sentiments et d'émotions se déverse alors en moi, une harmonie de paix et de sagesse. Que peut bien ressentir exactement un homme lorsqu'il apprend qu'une chose issue de lui vit, pense et évolue quelque part dans le grand inconnu des étoiles, en un monde inconcevable que l'humanité ne connaîtra peut-être jamais. Une nuit de février, mon esprit est alors sollicité par des entités lointaines, probablement les plus étranges jamais rencontrées. Je suis alors aspiré dans un vortex de lumière, une lumière à la fois douce et puissante qui me projette dans le gouffre des espaces cosmiques. Vertige sidéral, vision onirique, me faisant dériver vers d'autres dieux et d'autres mondes encore ignorés des hommes. Je survole une planète, un continent, une région sauvage. Soudain, un édifice, un sphinx gigantesque, titanesque. Il est érigé au centre d'un immense tapis de mousse bleutée, près duquel s'écoule une rivière impétueuse. Un courant gronde et cascade sur des crêtes de roc qui, çà et là, affleurent à la surface. Plus loin, le cours d'eau s'élargit et s'apaise pour couler avec plus de calme, au fond d'une vallée couverte d'énormes végétaux et de lichens rougeâtres. Je m'approche de ce grand sphinx bleuté qui donne l'impression d'immuabilité et d'intemporalité. À l'intérieur, une vision saisissante, des milliers de salles et de couloirs vides, déserts et silencieux. Je suis attiré au sommet d'un monument, et là, au cœur d'une pièce circulaire, sur un piédestal doré, se trouve un bloc minéral semblable à du quartz rose. Subitement, je reçois une onde télépathique. Tu es le premier humain à nous rencontrer. Cette planète est située dans une autre galaxie. Ce sphinx fut jadis édifié au commencement des temps par la race prodigieuse des Néphélim qui sillonne depuis toujours l'océan des étoiles. Il s'agit d'une colonie oubliée qui a transcendé la matière depuis très très longtemps. Nous sommes conscience pure. Notre esprit est omniprésent dans les univers infinis et n'ignore pas l'existence de la race humaine. Nous sommes des millions d'entités à habiter ce bloc minéral dans lequel existe et s'ordonne un espace-temps différent du vôtre. Je suis le porte-parole de la race de cristal, une race psy qui opère parfois dans l'environnement de votre planète et canalise certains humains. Vos savants, en quête des intelligences extraterrestres, doivent résolument renoncer à l'anthropomorphisme qui les pousse à créer ces intelligences à leur image. Depuis quelque temps, nous inspirons à quelques-uns des tiens
l'idée de publier des récits de science-fiction et d'anticipation afin de sensibiliser un maximum d'êtres à l'approche venue des peuples de l'espace. Car la plupart de ces entités ne communiquent pas au plan de la matière. Elles opèrent simplement au niveau des fréquences cosmiques subtiles révélées par vos expériences mystiques et parapsychologiques. C'est un peu comme je vous disais, quand j'étais tout bleu, j'avais les chakras qui s'allument et que pour changer de plan, mes chakras faisaient de la musique, ils s'allumaient et à ce moment-là, je pouvais interagir avec ces plans. Organes d'une même conscience, elles existent temporairement, pour le temps d'une mission, dans un aspect physique qui est une matérialisation dans votre univers à 3 dimensions, leur véritable existence se situant d'autres niveaux d'énergie. Certains hauts dirigeants humains le savent, mais se taisent, ne vous en parlent pas, car ils ont peur. Cependant, vous devez être savant, cependant, vous devez être très vigilant, car il y a des contacts avec la Terre qui sont le fait de hiérarchies célestes, mais déchues, ou de forces négatives qui, en opposition aux êtres de lumière, tentent de s'établir comme des dieux dans votre monde physique et d'y instaurer des cultes à leur profit. C'est actuellement le cas des faux messies qui manifestent des facultés psy et manipulent des pseudo-religions. Nous sommes un monde de paix, de beauté et d'harmonie. Ça vous rappelle quand je vous disais que ces êtres, ils sont magnifiques à côté de nous? Sacrée synchronicité, hein? La vérité des choses est à la fois admirable et complexe. Ce lieu est un vortex d'énergie spirituelle qui rayonne la vibration créatrice à travers les espaces cosmiques. Au cours d'un long séjour en Bretagne, je n'oublierai jamais l'étrange expérience vécue. Une nuit dans la mystérieuse forêt de Brocéliande, vaste forêt riche de mythes et de légendes, sur laquelle plane encore de nos jours l'ombre de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur et de la grande civilisation celtique. Les anciens druides, mages guérisseurs et devins étaient en rapport subtil avec les esprits de la nature, le peuple des fées, des gnomes, des lutins et des trolls. Ces sages de la forêt vivaient en accord avec votre planète Gaïa, la Terre, en harmonie avec les lois universelles de l'univers. Cette nuit-là, une nuit claire qui sent bon le bois de la forêt, je marche doucement dans le silence, m'abandonnant à la tiédeur, au bruissement et à la féerie de la voûte céleste. Sous mes pas, l'herbe est tendre et humide, et dans le ciel obscur se découpe l'ombre massive et fantomatique d'un grand mégalithe. Je sens alors déferler en moi le flot impétueux des forces occultes. Un rappel, un message qui me frappe comme un éclair, comme un flash. Cette vision inconnue m'oblige à changer de direction et à m'engager profondément au milieu des feuillages, des taillis et des buissons épineux. Je ne sais où je vais, et tout à coup, près d'un tronc séculaire, je reste figé comme pétrifié. Là, au centre d'une clairière, dans le silence de la nuit, une forme vaporeuse et indistincte vient d'apparaître.
une chose qui diffuse une lumière d'un beau bleu turquoise tirant sur le mauve. Aussitôt la masse lumineuse se contracte, la contraction de la lumière. Elle se densifie, perd son aspect flou pour devenir une sphère. Autour de moi, le temps s'est arrêté et à présent, je contemple un disque orangé surmonté d'un dôme opalescent, animé d'une lente rotation sur lui-même. L'objet semble baigné dans une aura laiteuse. Je réalise que je suis à nouveau en présence d'un ovni. Une de ces soucoupes volantes qui, depuis près de 40 ans, défraie la chronique et déchaîne les passions. Une terrible interrogation passe dans mon esprit. Qui sont-ils vraiment? D'où viennent-ils? Veulent-ils conquérir notre planète? Et si la Terre leur appartenait déjà depuis des temps immémoriaux? Une terrible interrogation passe alors dans mon esprit. Je retiens ma respiration émue, car à présent, l'aura surnaturelle de cet étrange vaisseau semble s'étendre et dérober sur l'environnement. Sous le plafond de la voûte étoilée, la forêt devient une sorte de lieu sacré, un temple, un vaste réceptacle où se focalisent des énergies inconnues. Soudain, une voix s'élève, une vibration touche mon espace sensoriel. Que l'harmonie, la paix et la sagesse descendent sur ton être. C'est nous qui t'avons conduit ici en ce lieu. Nous sommes des êtres d'énergie, des vibrations pensantes, des créatures invisibles pour l'œil humain. Jadis, en un lointain passé, nous avons été des entités matérielles, des êtres de chair. Mais à présent, nous possédons la lumière de la vérité universelle, cette lumière à laquelle l'humain aura également un jour accès s'il sait s'en montrer digne. N'oublie jamais que l'objet originel, l'alpha Teraphim, que les initiés de la Terre appellent le Graal cristal, est le symbole de l'alliance que nous avons passée, jadis avec les humains. Et c'est bien dans le terrestre prédestiné où se trouve le guide de l'humanité future, l'élu du nouvel âge. Car en ce monde, sache que tout est lié, tout ne fait qu'un. Aussitôt, la voix cesse de se faire entendre. L'engin inconnu semble alors se dématérialiser et la normalité se rétablit graduellement au sein de la grande forêt. Comment la vie apparaît sur les planètes? Cette interrogation fondamentale pour les savants et les penseurs en général reçut un début de réponse une nuit de juin 88 par l'entremise d'une étrange entité. Le contact psychique s'établit avec un être immatériel qui se présente comme le hiérophante occulte de la science. Son nom est Al-Arhim et il affirme que depuis des temps immémoriaux, le peuple des Néphélim sillonne l'immensité de l'espace, voyage au sein d'un grand univers en quête de nouvelles planètes. Lorsqu'il découvre un globe favorable à l'éclosion de la vie, il dissimule à grande profondeur des cristaux pensants, des téraphélim, afin d'amorcer le long processus d'apparition de formes vivantes. Ces cristaux sont les fameux condensateurs d'une énergie très très subtile appelée le naril, un aspect du vril.
évoqué souvent dans ce livre. Ce fluide universel provenant du cosmos est accumulé sous forme d'une force radiante diffusée lentement au fil des millénaires en émission continue. Cette vibration cosmique émise sur l'ensemble d'une planète provoque alors toute une série de mutations et de réactions en chaîne nécessaires à l'évolution minérale, végétale et animale. Sur le plan végétal, cette influence s'exerce essentiellement au niveau de l'ADN des cellules. L'aventure du vivant se poursuit alors jusqu'à l'émergence de formes complexes dotées d'intelligence et de conscience. Ces formes humanoïdes sont alors utilisées comme support par des âmes en évolution, des entités spirituelles qui s'incarnent par cycle. Lorsque les insulaires d'une planète commencent à élaborer des croyances, des rites et des cultes, les surhumanités cosmiques leur envoient des sages, des prophètes ou des messies dotés de pouvoirs psychiques. Ces envoyés du ciel, enseignant en général par paraboles, miracles et prodiges, en sont à la source des grands mouvements religieux et mystiques. Cependant, l'origine des premières grandes civilisations du cosmos ont un grand secret, un impénétrable mystère uniquement connu du grand architecte de toutes choses. C'est le 7 mai 1989 qu'un tournant décisif et capital est pris dans le cours de mes expériences et contacts avec cette puissance inconnue baptisée phénomène OVNI. Cette nuit-là, de retour d'un long séjour à Carnac, près de Brocéliande, en Bretagne, je roule paisiblement sur une route de campagne, tout feu allumé. Il fait doux, le ciel est constellé d'étoiles, et je cogite sur le sens de ma recherche en cette antique terre des druides. Subitement sur la droite du véhicule, mon attention est attirée par une lumière au sol, dans les champs, derrière un petit bois. Je n'en distingue pas la source, cachée par le relief et la végétation. L'esprit en alerte et mu par une étrange intuition, je me gare sur le bas-côté de la route. Silencieusement, je sors de la voiture, escalade un petit talus et commence à traverser le petit bois, pour voir de quoi s'agit-il. Ayant franchi les arbres, je découvre, impressionné, l'origine de l'étrange lumière. C'est une sorte d'engin d'environ 6 mètres de diamètre sur 3 mètres de haut. Il repose alors sur le sol. Ses bords sont nets, sa couleur est d'un blanc laiteux, mais curieusement, il n'éclaire pas le paysage autour de lui. Bien que l'objet soit opaque, il ne suggère pas un corps solide. J'ai l'impression de pouvoir passer mon bras à travers. Je contemple la masse lumineuse plusieurs minutes. Cette vision me bouleverse, je ressens un sentiment d'extase, une indicible paix. Je sais que la chose agit sur moi, qu'elle me transforme et que s'amorce alors un processus de mutation. C'est alors que, ressentant une impression de chaleur au sommet de la tête, une voix inconnue résonne en moi. Ce contact n'est qu'une étape, un jalon sur ton chemin. Nous suivons ta vie depuis toujours. Tu es prédestiné et programmé pour accomplir un certain travail. Tu dois poursuivre tes recherches. Nous t'indiquons 5 lieux capitaux pour qu'elles aboutissent. Rennes-le-Château, Montségur, Ganagobi,
Bugarache et le mont Cardou. Le Graal existe véritablement. C'est un objet matériel. Sa puissance est incommensurable. Ta mission est de consigner tes découvertes par écrit et d'annoncer la venue de ce nouvel âge. Un nouveau Messie doit bientôt se manifester. La France deviendra alors son sanctuaire. Le livre que tu vas créer sera un kaléidoscope de faits et d'expériences, un code occulte que les initiés et ufologues de l'an 2000 auront pour rôle de déchiffrer. La voix se tue, la luminosité de la chose s'anime, tandis qu'elle se soulève lentement du sol en prenant une magnifique luminosité vert pâle. Elle oscille doucement en poursuivant son ascension, puis, atteignant une certaine altitude, son aspect prend celui d'un disque bleu luminescent qui fuse comme un éclair vers la voûte céleste. Le passé retrouvé. Une nuit de juin, assis seul en posture de yoga et de profonde méditation, mon esprit s'élève lentement vers un autre plan de la réalité, un autre état d'être et de conscience au sein duquel je perçois une présence inconnue, une entité étrangère, une onde, pensée, douce et paisible, s'insinue en moi avec harmonie. Cette voix spirituelle me dit juste ces quelques mots. Nous allons te montrer une de tes vies passées, l'incarnation qui a précédé ton existence actuelle. Ça me rappelle d'étranges souvenirs, tout ça. Hein. Aussitôt, je me sens emporté comme aspiré par un étrange tourbillon vibratoire, un flux psychique, un long tunnel d'énergie qui me propulse alors vers le passé, dans le gouffre de l'histoire, vers un mystérieux inconnu qui n'est autre que moi-même. Et tout à coup, je me retrouve face à un château du XVIIIe siècle entouré de tours et de donjons, au milieu d'un vaste parc ombragé et soigneusement entretenu. Je traverse une belle pelouse et pénètre dans un grand hall richement meublé et orné de toiles, de maîtres et d'estampes. Puis, je passe dans un petit boudoir style Louis XV, dans lequel se trouve un clavecin, quelques fauteuils, un secrétaire, ainsi qu'un grand tapis persan. Il s'agit d'un cabinet de travail, occupé par un homme assis, qui redirige un long texte à l'aide d'une plume d'oie. Je constate que son écriture est fine et alerte. Ce personnage est vêtu d'un tricorne et d'une redingote noire. Il s'agit d'un noble de l'Ancien Régime, et on devine assez curieusement qu'au-delà de son rang et de sa position sociale, il représente un personnage puissant, respecté et redouté. Sa vie est double et sa vie est double et en fait, il exerce une activité secrète, une action souterraine et occulte. À la tête d'un vaste mouvement, il dirige et ordonne une puissante organisation tissant une toile d'araignée à travers la mouvance des confréries ésotériques telles la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et la hiérarchie de Venise ou les frères initiés de l'Asie. D'autres noms me traversent encore, comme par exemple la confrérie des mages du Nord ou l'ordre de Tsahalim, si souvent évoqué dans le cours de ces messages. Nul doute
que cet homme mystérieux masqué du sceau de l'initiation a influencé l'histoire secrète de son temps. Je m'éloigne doucement avec une sorte de nostalgie poignante en songeant à cette longue chaîne d'initiés qui, à travers les siècles, a préparé l'humanité à la venue de ce nouvel âge. Un âge d'or encore fantomatique au cours duquel l'homme va renouer avec les racines de son lointain passé et s'abreuver à nouveau aux sources de la sagesse. La nuit suivante se manifeste un étrange vieillard à la chevelure immaculée, derrière lequel apparaît une vaste cité de cristal posée tel un joyau sur un écrin de verdure. Tout ça, ça me parle. Hein. Une impulsion mentale me parvient. Je suis le génie, recteur des anciens Rose-Croix, le gardien du soleil rouge. Sache que notre tradition demeure éternelle. Elle émane du royaume de Lutz, de l'immuable lumière, ainsi que de l'émeraude verte de l'initiation. Je n'ai parlé souvent de cette émeraude. Hein. Lutz est une île toujours verte, la contrée qui ne connaît jamais l'hiver ni l'obscurité. Sur le plan physique, notre tradition prend sa source au sein des antiques races polaires, dépositaires de la clé des Néphilim, puis au Tibet, aux cimes immaculées, à l'Égypte, la terre sacrée des pharaons, en passant par l'Inde, millénaire des yogis et des sages. Bien plus tard, en Europe, les supérieurs inconnus et les initiés du Moyen-Âge, tels Nicolas Flamel, Basile Valentin, Raymond Lulle et Paracels, ont perpétué à travers l'art d'Hermès une mission de fraternité universelle afin de régénérer la science, la philosophie et la religion. Tu ne dois pas ignorer que selon la tradition johannite, l'église secrète de Jean, le Christ et les apôtres, visibles, dissimulés en secret, un Christ et 12 apôtres cachés. Le Messie occulte fut le maître de justice hiérophante de la fraternité essénienne, établie sur les rives de la mer Morte en Palestine. Il en fut de même pour tous les autres fondateurs de religions à toutes les époques. Et j'en arrive à l'objet de ma venue, qui est de transmettre une révélation très particulière qui ne sera développée que dans un autre message. À l'aube de l'an 2000, le même phénomène occulte va s'opérer. L'avatar en robe safran sera adombré par l'avatar secret, le hiérophante vêtu, lui, de la houppelande verte de l'ineffable sagesse. Un peu les habits du Mahdi, hein, tout vert. Sur le plan de l'absolu, bien sûr, il y aura fusion et unité entre ces deux grands êtres de lumière. Et dans l'avenir, grâce à sa science, grâce à sa science et sa technologie, l'homme devra porter et témoigner du message originel à travers les étoiles. Il en sera l'apôtre, allant au-delà du par-delà, là où scintille à jamais la flamboyante lumière de l'unité retrouvée. À la lecture de ces lignes, certains chercheurs seront peut-être étonnés, voire choqués, que la haute tradition ésotérique voisine, avec des vues futuristes, mais quelle que soit l'époque, la connaissance doit s'adapter, se reformuler et se perpétuer. Voici pourquoi une dernière chance
va être donnée à votre génération avant la fin de votre cycle. Elle vient à l'heure où la rose refleurit sur la croix. À cette heure cruciale, qui va connaître aussi une très forte recrudescence du phénomène OVNI dans le monde entier, et surtout le retour d'Elias Artista, le grand instructeur du monde, le lion vert de l'Apocalypse, conformément aux prophéties des oracles de la Rose-Croix. Eu égard aux inévitables révolutions, guerres et cataclysmes annoncés par les devins pour la fin du siècle, il est essentiel de revenir sur le personnage étrange du célèbre John Dee, un initié de la fin du Moyen-Âge évoqué au début du livre. Ce mage anglais du XVIe siècle maîtrisait les antiques sciences occultes telles l'alchimie, la théurgie, la kabbale et l'onomancie. La divination par les nombres, il pratiquait également une forme de cristallomancie qui est la voyance par l'entremise d'un cristal. En possession d'un miroir d'obsidienne, utilisé jadis par les grands prêtres aztèques, il développa alors cet art et finit par attirer l'attention de la reine Élisabeth, première d'Angleterre, dont il devient l'astrologue et le confident. La souveraine consulta régulièrement John Dee pour lire l'avenir dans son miroir noir, appelé aussi la pierre des visions. À la fin de sa vie, il écrivait un livre occulte, à la fois journal secret et recueil de prophéties, dans lequel il est question de la fin des temps, de la chute des religions établies et de la venue d'êtres d'outre-espace, de prodiges et de miracles, surtout de la manifestation du messager des temps ultimes, le visiteur inouï monté sur un cheval blanc, une allégorie symbolique pour l'instauration de cette chevalerie du Nouvel Âge avec la redécouverte de la pierre verte de l'Apocalypse. Il est à signaler aussi qu'un autre initié de cette période médiévale, Jérôme Cardan, aura plusieurs contacts psy avec les représentants d'un autre monde, des entités inconnues venues d'univers parallèles et d'autres dimensions de l'espace-temps. Ces êtres étranges lui révéleront alors que dans l'infinité des mondes, l'évolution n'a aucune fin. Ce livre secret, intitulé Le songe d'Orphée, est toujours dissimulé quelque part en Grande-Bretagne. J'ai alors aussitôt la vision d'un petit château, ou plutôt d'un vieux manoir, au milieu d'un vaste domaine de la campagne anglaise, en Écosse ou dans les Cornouailles, avec de vastes jardins, des arbres et arbustes des espèces les plus rares, des bosquets, des buissons et des massifs de fleurs, avec des senteurs subtiles, avec de ci, de là, de petits bancs de pierre blanche. Un cadre de verdure paisible et romantique. Je perçois à présent le sous-sol de la bâtisse, une cave voûtée avec des piliers sculptés. Un de ces piliers est creux, avec encastré dedans un coffret doré incrusté de pierreries, sans doute des saphirs et des diamants. À l'intérieur du coffret se trouvent des parchemins, des bijoux portant les signes hermétiques d'Alga, preuve évidente de son appartenance à l'étrange confrérie de Tsaalim, comme deux mages et connaissant des siècles qui suivront. Le comte de Saint-Germain
et le comte de Cagliostro, enfin un gros livre avec de belles enluminures allégoriques. Le songe d'Orphée, redirigé à la main, d'une écriture fine et alerte, sans la moindre rature. Je remarque enfin un deuxième coffret vert pâle, très plat, surmonté d'un caducée, gravé sur son couvercle et contenant une sorte de couronne symbolique. Est-ce la mystérieuse couronne des mages intemporels, à laquelle se réfère souvent la tradition secrète des anciens druides? Il émane de ce château une atmosphère insolite, inquiétante, presque irréelle. Quelques mois plus tard, je me trouve en cette belle terre de Dordogne, l'hôte d'un singulier personnage qui réside occasionnellement dans son château du XVIIIe siècle, bâti au centre d'un vaste parc à la française. Il s'agit d'un homme entre deux âges, à l'allure racée et aristocratique. La nuit de mon arrivée en ce lieu, le châtelain m'entraîne dans un petit escalier en colimaçon qui descend profondément sous l'immense bâtisse. Nous arrivons face à une vieille porte en chêne massif, fortement cadenassée. Quelques minutes plus tard, je me tiens stupéfait sur le seuil d'un étrange laboratoire, ou plutôt d'un oratoire. La pièce est baignée par une faible lumière bleuâtre qui laisse entrevoir des murs couverts d'idéogrammes magiques et kabbalistiques, de symboles hermétiques et de figures allégoriques. Le fond de cette mystérieuse salle est tapissé d'une grande bibliothèque et, au plafond, je remarque une sorte de fresque où domine une belle rose pourpre au centre d'une croix verte. Le sol est jonché d'instruments bizarres, cornus, alambics, fioles, etc. Je m'avance et constate que tout est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Il se dégage d'ailleurs une odeur de renfermé et de moisi. C'est alors que le châtelain me tient ses propos hallucinants. Vous avez deviné qu'il s'agit d'un ancien laboratoire d'alchimie, ainsi que de spagyrie. La spagyrie, c'est par les plantes, qui fut en service il y a très longtemps. C'est en ce lieu, en effet, que je suis parvenu, après 20 ans de recherche, à l'élaboration de la pierre des sages, la pierre des philosophes, la pierre philosophale. Légalement, ce château appartient à mes descendants, car je suis censé être mort depuis près de 3 siècles. Je n'oublierai jamais ce jour mémorable du 10 novembre 1703, au cours duquel je fus consumé par le feu du soleil, le feu cosmique. Ce jour, depuis lequel, grâce à l'élixir de longue vie, les cellules mêmes de mon corps connaissent une perpétuelle régénération, et mon esprit accède alors à d'autres sphères d'intelligence. Ce laboratoire fut installé au XVIe siècle par un de mes ancêtres très avancés dans l'art d'Hermès. Malheureusement, il mourut peu de temps après avoir réalisé le 3e œuvre. Cependant, au siècle suivant, à l'âge de 26 ans, je découvris le journal secret qu'il avait pris soin de dissimuler dans un balustre du château. C'est grâce à ce précieux document que j'ai pu conduire la purification de la pierre jusqu'à son terme et ainsi parvenir aux grandes œuvres. Depuis ce temps, je suis devenu un frère d'Héliopolis. Je vous raconterai un jour Héliopolis. Qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment.
Donc depuis ce temps, je suis devenu un frère d'Héliopolis, un fils de Tsaalim. Au cours des siècles, je fus connu sous différents noms. J'ai parfois laissé une trace dans l'histoire en rédigeant sous divers pseudonymes des traités occultes ainsi que des œuvres de fiction. L'immortalité physique n'est pas un but en soi. Elle est le corollaire d'un accès à la conscience cosmique. Dans le passé, il était très facile de changer de lieu et de nom afin de passer inaperçu. Mais au XXe siècle, avec les procédés modernes de l'identité judiciaire, la partie est beaucoup plus difficile. Sache, mon fils, que tu n'as pas croisé ma route par hasard. La pierre des sages et le Graal ne font qu'un. La réalité du fameux Graal cristal est au-delà du temps et de l'espace. Elle sommeille aussi en chacun d'entre nous. L'alchimie, la kabbale, l'astrologie sacrée, l'onomancie et la haute magie ne sont que les facettes du même diamant cosmique. Le diamant de la connaissance déposé jadis sur la terre par les anges, les grands anciens, les ancêtres supérieurs de notre humanité. Aussi, des lieux sacrés comme Stenay, Montségur et Rennes-le-Château sont des jalons occultes sur la longue route du savoir. Lorsque 2 jours plus tard, je quitte cet étrange château, ma vision du monde n'est plus tout à fait la même, et je pressens qu'en fait, les choses ne font que commencer, car je ne suis qu'au début de cette longue route du savoir, évoquée par le mystérieux adepte. Le mystérieux comte de Saint-Germain, appelé aussi Ortog, se manifesta pour la première fois à la fin du XXe siècle, du XVIIIe siècle. Je fais une petite parenthèse, puisque Ortog, c'est également celui qui avait rencontré avec les ovnis là. Bon, ça me reviendra, je vous le dirai. Il hanta les grandes cours d'Europe, porteur d'un épais mystère et d'un fabuleux secret. Il fut reçu par Louis XV à la cour de Versailles et monta un laboratoire secret dans les caves du château de Chambord. Il était sans âge, sans origine et sans état civil connu. Il éblouissait les courtisans par sa prodigieuse mémoire des siècles et par son érudition. Son savoir était universel. Il était riche à millions et connaissait l'arcane secrète de la fabrication de l'or et des pierres précieuses. Il offrit alors au roi un énorme diamant comme talisman pour le royaume de France. La plupart des sociétés secrètes de l'époque reconnurent en lui le hiérophante, le maître occulte. Après avoir sillonné toute l'Europe pendant près de 20 ans, il se retira chez un de ses plus illustres disciples, le prince de Hesse-Cassel, et son château d'Allemagne. Ce prince fut le grand maître de nombreuses confréries, dont l'ordre des 7 soleils de lumière, une fraternité qui, bien avant l'apparition des doctrines spirites et théosophiques, enseignait la réalité de la réincarnation sous le nom de rotation universelle des âmes. En 1784, Ortog disparut officieusement. Mais
il s'avéra ensuite que son décès et ses funérailles ne furent qu'une très habile simulation, orchestrée par l'ordre des 7 soleils de lumière. Il fut revu bien des fois les années et les décennies suivantes par des témoins dignes de la foi. Lors de la campagne napoléonienne en Égypte, il officia au sein du temple de Luxor, sous l'apparence d'un maître de l'ordre de Malte, afin de conférer une initiation élevée au général Bonaparte. Qui était vraiment Ortog? Un génie méconnu, un phénomène de la nature, un immortel, un mutant ou un voyageur du temps? À moins qu'il s'agisse alors d'un extraterrestre en transit sur notre planète. Selon des documents occultes qui nous furent révélés par l'ordre de Tsahalim, le comte Ortog était en réalité le hiérophante de la confrérie d'Héliopolis, une puissante centrale du savoir dépositaire des anciens secrets du Sphinx. À ce titre, le comte de Saint-Germain avait connaissance du grand secret sur les origines véritables de notre humanité. Son prodigieux savoir ne s'explique pas uniquement à la lumière de la pierre philosophale, mais à celle d'une science encore inconnue des hommes, l'Asri-Ana, la science des portes du temps. Il eut aussi alors connaissance d'un nœud, un nœud du temps, en un point du parc de Versailles, celui qui, en 1911, projeta à travers le temps 2 touristes anglaises. Voici une prophétie faite le 3 décembre 1795 en Égypte, à Luxor, par un initié appelé Hieronymus. Celui qui se fit connaître au XVIIIe siècle sous le nom de comte de Saint-Germain, le hiérophante de la Sainte Alliance, le prince du secret séculaire, reviendra parmi les hommes dans 2 siècles à la fin du cycle, afin de perpétuer sa mission et parfaire son œuvre. Voilà, pour ce soir, c'est terminé. Et puis, nous reprendrons la suite de la lecture pour en terminer le livre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.